Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h29. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Alors avec un petit peu de retard, si vous étiez tout à l'heure à l'écoute de la matinale, je vous explique un petit peu la situation. Notre invité était un petit peu bloqué dans les bouchons en raison d'une inondation sur la nationale 12. Notre invité a réussi à nous rejoindre tout de même au micro de la matinale. Sacha Bernert, militante de la France Insoumise. Merci beaucoup et ravi de vous accueillir au micro de Bretagne 5 matin. Bonjour. Merci, bonjour. Alors nous allons parler de politique ce matin. J'avais envie de vous entendre pour commencer cette interview sur les premiers décrets signés par Donald Trump aux États-Unis. Je crois que c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur avec ces décrets qui sont très violents, très rudes, en particulier en ce qui concerne les jeunes, en ce qui concerne aussi ceux que le président américain qualifie de façon un peu péjorative de woke. Est-ce que c'est quelque chose qui vous énerve ? Oui, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Moi, un sujet que je voulais évoquer, c'était les personnes trans. En fait, Trump a publié des centaines de décrets et notamment plusieurs sur des attaques en fait sur les personnes trans. Il faut rappeler que pendant sa campagne électorale, il a dépensé à peu près 140 € par personne trans pour discréditer, attaquer les personnes trans dans les médias et dans sa campagne. Il y a plusieurs sondages qui ont indiqué que beaucoup d'électeurs de Trump ont voté pour lui justement parce que son opposant Kamala Harris a trop parlé des personnes trans dans la campagne, alors que quand on regarde sa campagne, elle n'a jamais parlé une seule fois des personnes trans dans sa campagne. Ces décrets, très concrètement, c'est déjà proclamer qu'il n'y a que deux sexes et que le genre n'existe pas. Le genre, voilà, c'est l'expression de qui on est, c'est pas forcément le sexe avec lequel on est né. Il faut rappeler que 40% des personnes trans commettent une tentative de suicide dans leur vie. C'est pas un plaisir, c'est pas un délire wokiste, c'est une vraie souffrance qu'il y a dans la société. C'est pas que ça, mais c'est quelque chose que vivent beaucoup de personnes trans. Il a interdit toutes les traitements hormonaux pour les personnes trans, les opérations, tout ça pour pourrir la vie en fait aux personnes trans. Et il y a une mesure qui est particulièrement violente et qui va mener à beaucoup de souffrance, c'est le transfert des personnes trans, notamment des femmes trans, dans des prisons, des prisonnières trans en fait, dans des prisons pour hommes. Et ça va faire une explosion. Voilà, je vais le dire très sincèrement, une explosion des viols en fait sur les personnes trans dans les prisons. C'est quelque chose qui est vraiment répugnant et qui me rend très triste à l'heure d'aujourd'hui. Vous craignez qu'aujourd'hui, au moment où on voit l'Europe céder aux sirènes, on va dire d'une forme de politique beaucoup plus coercitive quelque part, et aussi aux sirènes de partis politiques plutôt situés à l'extrême droite, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Est-ce que vous craignez finalement que ce qui se passe aux États-Unis, demain ça arrive en France, ça arrive en Europe ? Moi, ça me fait très peur. Et oui, c'est le cas. L'international d'extrême droite se répand partout dans le monde. Et en France, nous ne serons pas épargnés. Alors, on est en train de fêter les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz. Et aujourd'hui, c'est vraiment dégoûtant, vraiment triste qu'on doit à nouveau lutter contre le nazisme. C'est quand même lunaire. On a Elon Musk qui a fait un salut nazi en direct le jour de l'inauguration de Donald Trump. On a une grande partie de la classe médiatique en France qui soutient ce geste, qui pardonne ce geste, qui excuse ce geste. C'est quelque chose qui est vraiment terrifiant, mais ça nous oblige à lutter, à proposer quelque chose d'autre et à travailler les raisons de pourquoi l'extrême droite monte, pourquoi l'extrême droite grimpe. C'est pas seulement parce qu'il y a trop de noirs ou d'arabes dans la société, comme on nous le répète à chaque journée. Il y a des vrais problèmes démocratiques. L'extrême droite a progressé en France sous le règne d'Emmanuel Macron depuis 8 ans maintenant. C'est ces racines-là, ces causes-là qu'il faut traiter, que ce soit les racines démocratiques, les racines économiques aussi. La pauvreté a explosé également sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est ces sujets-là qu'il faut traiter en priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, la société finalement devient de plus en plus intolérante et la société, ou plutôt certaines, franges de la société n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à se comprendre?
Je ne le crois pas. Je pense que c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les médias et dans la bouche de nos dirigeants, alors qu'en réalité, il y a énormément de solidarité en fait dans le pays. Il y a beaucoup d'associations qui aident tout le monde, peu importe leurs origines, peu importe leur classe sociale. Il y a beaucoup de solidarité qui s'organise dans le pays. Et malheureusement, on veut nous répéter à longueur de journée que la France serait un pays divisé, un pays où il y a des gens qui ne peuvent plus se parler ensemble. Ça, c'est une stratégie, en fait, tout simplement, de diviser les gens entre eux pour pointer du doigt l'homosexuel, le noir, l'arabe. Celui qui gagne 500 € de RSA serait, lui, la cause des problèmes en France. Alors que le vrai problème, pourquoi les gens n'arrivent plus à vivre, pourquoi les gens ont des problèmes de santé, pourquoi l'hôpital ne fonctionne plus, c'est tout simplement parce qu'il y a une classe qui s'enrichit, qui n'arrête pas de s'enrichir, qui a accumulé des milliards et des milliards ces dernières années et qui nous fait détourner le regard à travers ces médias. Alors on voit la France insoumise, je le disais en commençant, vous êtes militante de la France insoumise, la France insoumise qui a proposé une motion de censure, une deuxième motion de censure qui n'a pas été votée. Pour le coup, le Parti socialiste n'a pas souhaité s'associer à cette motion de censure. On sait déjà qu'une nouvelle motion de censure sera présentée. Néanmoins, la dernière fois, elle a été aussi votée par le Rassemblement national, cette motion de censure. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu du mal à passer dans les rangs, par exemple, de la France insoumise ? Que la motion de censure ait nécessité les votes du Rassemblement national. Absolument pas, parce que notre motion de censure, elle a été très claire sur les raisons du vote de cette censure. Les raisons de faire tomber ce gouvernement, c'était déjà, premièrement, ses accointances avec l'extrême droite. La reprise de son programme sur certains éléments, surtout sur l'immigration, la présence de Bruno Retailleau dans ce gouvernement qui n'arrive pas à passer 30 secondes sans taper sur les Noirs et les Arabes. Et on a été très clair dans notre texte de motion de censure sur ce sujet-là. Maintenant, la démocratie, c'est ça. On a besoin des votes de l'opposition pour faire tomber le gouvernement. Et ça a été en aucun cas, quelque chose de plaisant de devoir voter avec le RN pour faire tomber le gouvernement, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, pour qu'on puisse changer de politique. Et tout simplement, c'est le jeu démocratique. Alors, changer de politique, on entend beaucoup de voix, y compris justement à la France insoumise, beaucoup de voix qui disent finalement le problème aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Il faut qu'il parte, le président de la République. Il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bout de son mandat. Manifestement, les macronistes nous font un chantage à l'instabilité politique tous les jours, comme quoi seuls eux seraient gage de stabilité et qu'ils seraient la seule solution pour que le pays aille bien. Clairement, ce n'est pas le cas. Vous demandez à tous ceux qui bossent, à tous ceux qui se lèvent le matin pour une misère. Clairement, on a besoin de changer de cap. Maintenant, la question qui se pose, c'est vers quel cap nous allons. Le seul moyen de sortir de cette crise, de cette instabilité politique qui n'est pas si instable à mon avis, mais soit, c'est d'organiser de nouvelles élections. Le seul décideur dans le pays, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le peuple. Et donc, la démission d'Emmanuel Macron se pose. Même parmi ses propres rangs, la question est posée. Et c'est le seul moyen, en fait, de revenir aux urnes et de sortir de cette crise qui va s'aggraver, en fait, avec le temps, sans qu'Emmanuel Macron... il faut qu'il arrête de bloquer, en fait, toutes les institutions. C'est lui qui est au cœur du problème aujourd'hui. Le peuple, il s'est exprimé par 3 fois, si on considère les deux tours des législatives et avant de l'élection européenne. Le peuple a en tout cas là été assez partagé, on va dire, puisqu'il n'y a pas eu une majorité précise à l'Assemblée nationale. On voit quand même se dégager un vote assez important pour LFI d'un côté, en tout cas pour la gauche, sous la bannière NFP, et pour le Rassemblement national. Là aussi, on a deux sociétés, je vais peut-être pas dire irréconciliables, mais voilà, on a deux blocs assez marqués. Alors que c'est sûr que le NFP et le RN sont absolument incompatibles et ne pourront jamais travailler ensemble. Vous réfutez souvent ce qu'on entend des fois dans certains médias, les gens qui disent finalement les extrêmes se rejoignent. J'imagine que ça vous met en colère. Mais ça c'est la stratégie du clan macroniste, c'est de dire que tout le monde sauf eux sont extrêmes et que donc ils sont le seul gage de responsabilité dans le pays. C'est une manière de faire croire que seuls eux sont la seule option démocratique possible. Mais donc je disais que
On ne pourra jamais travailler avec le RN, ça c'est sûr. Il y a un phénomène qui se passe depuis plusieurs années, c'est que les élections ne règlent pas, ne tranchent pas les grands sujets démocratiques dans le pays et ne font que aggraver la crise. Ça pose la question d'une nouvelle constitution, d'une 6e République que nous on propose depuis des années et des années, pour pouvoir enfin trancher sur les sujets qu'on a besoin de trancher immédiatement. La planification écologique, le partage des richesses, ça c'est des choses qu'on a besoin de décider au plus vite. On n'a plus le temps d'attendre jusqu'en 2027 de nouvelles élections pour encore avoir une crise. On a besoin d'une nouvelle constitution pour pouvoir, par exemple, organiser des référendums d'initiative citoyenne sur des grands sujets. Macron en a promis des dizaines, des référendums ou en tout cas des consultations citoyennes. On pense à la Convention citoyenne sur le climat. Il ne les a jamais respectées, voire ni jamais même organisées. Alors, vous faites partie de cette jeune génération qui est inquiète finalement de l'avenir qu'on nous réserve, qu'on vous réserve. Aujourd'hui, il y a des sujets importants. Vous parliez des sujets de société en commençant. Il y a aussi le climat, vous l'évoquiez à l'instant, et vous en avez été victime, puisque tout à l'heure, vous étiez bloqué suite aux inondations. Justement, est-ce que là, c'est une forme de grande cause? Alors, j'allais presque dire une grande cause nationale, mais on va bien au-delà. Est-ce qu'il faut miser sur le climat aujourd'hui et faire fi un petit peu de ce que proposent les États-Unis, puisqu'on a entendu Donald Trump qui a décidé de sortir de l'accord de Paris et qui a décidé de forer et une fois encore de mettre en avant les énergies fossiles. Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce que c'est un nouveau combat? Est-ce qu'il va être long et rude? Alors, il va être long et rude, ça c'est certain. Le changement climatique, il est irréversible. Il ne faut pas miser sur ce combat, c'est soit on l'attaque frontalement, soit on en crève, en fait, très concrètement. Ce qui se passe, les inondations actuellement, notamment à Rennes, et aujourd'hui ici même, c'est les conséquences du réchauffement climatique, de l'incertitude des phénomènes météorologiques qui se multiplient, qui s'aggravent à cause du réchauffement climatique. Si on ne traite pas ce sujet, on est voué à la destruction. On parle de plus 4 degrés en 2050. Il y a plein de sujets qu'on évoque aujourd'hui qui n'auront aucune importance si on arrive à ces 4 degrés en 2050. Donc oui, c'est pas seulement quelque chose de positif qu'on aimerait évoquer dans le débat public, c'est un sujet de vie ou de mort. C'est une urgence finalement. C'est une urgence en fait. C'est assez lunaire qu'on doit en discuter en fait dans le débat démocratique. Macron a promis, comme 1000 fois qu'il allait s'en occuper. Et à chaque budget, chaque année, il coupe le budget qui est dédié à la planification écologique. Il faut forcer un petit peu, pousser un petit peu les lignes en la matière. Comme dans d'autres sujets de société, c'est le moyen de faire avancer les choses. Je ne sais pas par quel moyen on va y arriver. C'est sûr que le moyen démocratique, si on est élu, on s'en occupe tout de suite et on s'en occupe fort. On y va vite. On n'a pas le temps de passer 20 ans à construire, par exemple, des réacteurs nucléaires parce qu'en 2050... les dégâts seront déjà faits. On a besoin d'investir massivement dans les énergies renouvelables dès maintenant. On a besoin d'adapter nos transports, d'adapter notre alimentation au réchauffement climatique. On a besoin de discuter avec les autres pays également. La sortie des États-Unis des accords de Paris, c'est dramatique en fait. Les États-Unis sont un énorme contributeur au réchauffement climatique. Et Trump ne va faire qu'aggraver cela. Il a déjà annoncé qu'il... lèverait en fait toutes les interdictions sur tout ce qui est l'exploitation du gaz de schiste, des énergies fossiles. C'est quelque chose qui est dramatique et qui n'affecte pas que les États-Unis, mais qui affecte le monde entier. Oui, puisqu'il va aussi aller forer au Groenland, si j'ai bien suivi. Il y a aussi des grands sujets de société. On évoquait tout à l'heure la cause des homosexuels, des trans. Et il y a aussi la cause des femmes. On en entend beaucoup parler. Il y a eu ce procès Pellico qui a défrayé la chronique, qui a fait changer la honte de Caen. C'est ce qu'on a pu lire et entendre un petit peu partout. Cette femme digne qui a décidé de porter publiquement cette affaire de viol sous contrainte chimique. Est-ce que là aussi, dans un autre registre, ça fait avancer la société, ça fait changer les mentalités? Absolument. Même à titre personnel, le combat de Gisèle Pellico, ça a été un grand moment pour moi et je pense pour beaucoup d'autres femmes dans le pays et dans le monde aussi. J'ai été assez surprise de voir des articles
traduit dans à peu près toutes les langues sur le combat de Gisèle Pelicot, qui a fait preuve d'un courage immense et qui a montré à toutes les femmes du monde ce que c'est de se battre contre le patriarcat, contre les viols qu'elle a subis. On a besoin de personnes comme ça. Je n'irai pas à dire que la honte a changé de camp. Ce n'est qu'un début. On a encore beaucoup d'étapes à suivre et beaucoup de marches à faire pour que la honte change en fin de camp. Il y a 94 000 femmes par année en France qui subissent des viols ou des tentatives de viol. 90%, ça vient d'une personne que la victime connaissait déjà. 50% venaient de leur conjoint directement. Ces chiffres-là, ils sont terrifiants. On pense à nos mères, à nos sœurs, à nos filles. Voilà, on a encore beaucoup de chemin à faire et j'espère que Gisèle Pelicot sera fière de ce que nous, les femmes, on réussira à faire grâce à son combat. Il faut le faire avec les hommes, ce combat, et pas contre les hommes. Ça, je ne sais pas. Pour moi, on a besoin de les impliquer forcément dans ce combat parce que voilà, la grande majorité des violences sexistes et sexuelles sont perpétrées par des hommes et on ne peut pas le faire de notre côté. On a besoin qu'ils participent à se former, à s'impliquer, à s'éduquer sur ces sujets-là. Et on est dans une société dominée par les hommes. On a besoin de remettre en question ceux qui sont nos dirigeants, ceux qui sont au pouvoir sur ces sujets-là. On ne peut pas aller à contre-courant et dénigrer les hommes sans cesse. Ça, c'est une stratégie qui ne marche pas et que personne propose d'ailleurs. On l'entend beaucoup dans les médias, comme quoi les féministes ne feraient qu'accuser les hommes de toutes les horreurs du monde. C'est pas vrai. On essaie d'être constructif, de proposer des formations, des mesures simples d'éducation. Moi, une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'apprentissage du consentement à l'école. Qui est une mesure toute bête, voilà, tu ne me touches pas, tu ne touches pas les autres sans leur accord. Ça, c'est quelque chose de très simple qu'on peut apprendre à l'école et que j'espère qu'il sera mis en place et généralisé. Et il faut renforcer justement l'éducation des garçons en particulier à l'école dès le plus jeune âge. Oui, l'éducation de tous les garçons et toutes les filles, tout simplement à l'école. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là, sur l'éducation à la sexualité à l'école. Mais ça ne fait pas l'unanimité, on entend beaucoup de réticences, il y a beaucoup de réticences. En fait, il y a une stratégie qui est systématique de l'extrême droite d'utiliser les enfants pour abaisser les barrières à la discrimination et à l'agression. Je vous prends le cas des homosexuels par exemple. Au début, on était contre le mariage pour tous, contre l'homosexualité parce qu'on ne voulait pas indoctriner les enfants. Pour les personnes trans, c'est pareil, on ne veut pas... Comme quoi des enfants seraient mutilés à cause de la transidentité, ce qui est une fake news absolument complète. Et c'est pareil pour l'apprentissage de la sexualité à l'école, ça serait pour défendre les enfants. Très concrètement, des enfants qui ne sont pas éduqués à ces sujets-là, au sujet du consentement, qu'un adulte n'a pas le droit de te toucher, c'est de ça très clairement qu'on parle. C'est tout simplement le meilleur moyen, le moyen le plus efficace de lutter contre la pédophilie. Je ne suis pas en train de dire que l'extrême droite souhaite promouvoir la pédophilie, mais concrètement, être contre ça, c'est être complètement contre-productif pour cette lutte contre la pédophilie et contre l'inceste aussi. On a des chiffres sur l'inceste qui sont parus récemment, qui sont absolument répugnants. Et donc c'est une mesure de bon sens, en fait, qui ne devrait même pas faire débat sur l'apprentissage de la sexualité à l'école. Alors, on parlait de société, on parle aussi de cette demande sociale qui existe en France, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Cette demande sociale, aujourd'hui, se traduit par une grande colère des Françaises, des Français qui, finalement, ont du mal à vivre, ont du mal à boucler les fins de mois, ont du mal à payer leur électricité, à se déplacer parfois. Et ça touche souvent les plus jeunes. On voit beaucoup d'étudiants, on en parle souvent au micro de la matinale, et c'est important, qui n'arrivent pas à étudier parce que, bien tout simplement, ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à manger correctement. Est-ce que là aussi, c'est un problème qu'il va falloir très vite régler sous prétexte de ne plus avoir d'étudiants parce qu'ils ne pourront plus étudier sereinement et deuxièmement, plus largement dans la société, vraiment avoir une grande attention sur tout ce qui est social. Moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est que celles et ceux qui rabâchent à longueur de journée que l'avenir, c'est la jeunesse, que l'éducation, c'est la mère des batailles,
sont les mêmes qui organisent méthodiquement la destruction des capacités de nos jeunes à étudier dignement, à rendre fiers leur famille, à avoir un avenir meilleur. Et je leur en veux beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une distribution alimentaire, mais c'est des centaines et des centaines de jeunes qui font la queue pendant des heures. Ce sont des files assez impressionnantes à Rennes. Absolument impressionnantes. Qui font la queue pour quelques légumes, une bouteille de limonade et un paquet de pâtes. C'est quelque chose qui est absolument insupportable. Moi, je ne suis même pas étudiante et ça m'a absolument fendu le cœur quand j'ai vu ça. C'est quelque chose qu'aucun étudiant ni étudiante ne devrait subir. Aucun parent ne devrait avoir à accepter ça. On est dans la 5e puissance mondiale. C'est quand même déprimant de voir ces choses-là. Et il va falloir régler ce problème un jour ou l'autre parce qu'à un moment, ça va péter. Très clairement. Moi, j'ai beaucoup de respect envers ces jeunes qui s'organisent, qui justement organisent ces distributions alimentaires, qui essaient d'alerter sur la situation. Ils font ça dans le calme et avec beaucoup de discipline. Mais ça ne peut pas durer, en fait. N'importe qui d'autre aurait été dans cette situation, ça aurait pété depuis longtemps, oui. Alors, on a aussi la situation sociale, alors qui touche parfois les parents avec ces fermetures d'usines, de sites. On en parle beaucoup en Bretagne aujourd'hui. On a comme référence évidemment la fonderie de Bretagne. C'est une des grandes luttes aussi de la France insoumise. Et est-ce qu'aujourd'hui il va falloir revoir le programme industriel français? Alors là, on passe vraiment des sujets de société aux sujets sociaux, mais c'est important également. Est-ce qu'il va falloir on le voit aujourd'hui, il y a une grande demande sociale, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il va falloir là aussi urgemment agir pour qu'on conserve notre industrie, pour que l'économie ne s'effondre pas, parce qu'on est proche de la récession aujourd'hui? Oui, c'est pas seulement l'économie qu'il faut défendre, c'est les emplois des gens en fait. On a des plans de licenciement qui se multiplient partout en France. Et concrètement, c'est la vie des gens qui est complètement bouleversée, la vie de leur famille également. C'est retrouver un travail derrière. C'est être au chômage, parfois être au RSA. On a vu que depuis le 1er janvier, il faut 15 heures de travail obligatoire pour être au RSA. On est dans un pays... C'est injuste cette mesure selon vous? C'est absolument injuste. C'est des personnes qui gagnent 100 000 euros par mois qui essaient de convaincre des personnes qui en gagnent 1 600 que le problème c'est ceux qui en gagnent 500. Les 15 heures de travail obligatoire au RSA, déjà il faut rappeler qu'il y a 1,8 million de personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Il y en a un tiers qui n'en font même pas la demande parce que c'est un tel labyrinthe pour pouvoir y avoir accès qu'ils ne le demandent même pas. Et avec 500 euros, on ne vit pas en fait. C'est une vie de misère, une vie d'horreur. Je demande aux éditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous faites avec 535 euros par mois? Vous faites pas grand-chose. C'est pas à cause des gens qui bénéficient du RSA que vous avez, que vous travaillez trop ou que vous n'avez pas assez d'argent. C'est à cause de ceux qui en gagnent des millions et des milliards par an. C'est à cause d'eux, en fait. Mais ils essaient de nous faire détourner le regard, évidemment. Alors justement, on a beaucoup parlé lors des récents débats de cette fameuse réforme des retraites. On a vu qu'il y avait des lignes rouges, tout le monde a ses lignes rouges en ce moment. Il y a des lignes rouges. Quelles sont-elles à LFI, ces lignes rouges? Il faut retirer cette réforme des retraites? Absolument. C'est le serment tout simplement qu'on a pris à la fin de la bataille des retraites, qu'on a pris d'ailleurs avec tout le nouveau Front populaire. C'est l'abrogation de cette réforme pure et simple. Nous, notre objectif, c'est le retour à la retraite à 60 ans et 40 annuités comme ça l'était auparavant. Et c'est pas non plus, c'est pas seulement une ligne rouge qu'on aime balancer dans le débat médiatique. En fait, c'est la vie des gens très concrètement. Il y a des gens là qui vont devoir partir à 63, 64 ans, parfois 65 à cause de cette réforme. C'est d'une violence. C'est des corps qui sont broyés. C'est des métiers qui sont très difficiles. Surtout quand on voit les retraites qu'il y a derrière. Il nous parlait de revalorisation de 80 euros sur des retraites qui sont déjà minuscules. Nous, c'est retraite à 60 ans, 40 annuités de cotisation et surtout pas une seule retraite en dessous du SMIC. Alors là, on a vu la gauche se diviser un petit peu, puisqu'on a vu le Parti socialiste pas suivre finalement la France insoumise. Est-ce qu'il y a un risque, je vais dire de dislocation, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas de tension à gauche et d'une forme de perte de l'unité de la gauche? C'est inquiétant, forcément, le Parti socialiste qui, en fait, est en plein dans sa bataille de congrès, qui essaie de se différencier le plus possible de LFI. C'est une compétition, en fait, de qui va être le plus à droite pour gagner le congrès et prendre la tête du parti.
C'est vraiment très regrettable. C'est vraiment la politique qu'on n'aime pas, la politique qui nous dégoûte, la politique qui nous donne pas envie de voter. Et que les Français refusent de plus en plus, finalement. Ça, il faudra le voir. Moi, je regrette que le Parti socialiste ait refusé de voter la censure pour, très sincèrement, 3 balles et 1 mars. Hein. Et le mars, il est grignoté chaque jour qui passe. Les macronistes ont été très fiers d'ailleurs de leur coup. Hein. Tous les jours, ils enlèvent une des mesures qu'ils avaient promises au Parti socialiste. Mais je garde espoir, je pense qu'ils rentreront à la maison parce que ça ne peut aller que nulle part. Hein. C'est forcément une stratégie de se différencier le plus possible de LFI, de paraître constructif. Mais ça, très clairement, il n'y a personne qui l'a acheté dans l'électorat, ça c'est sûr. Alors Sacha Bernert, je ne vais pas trahir de secret en disant que vous êtes artiste et aujourd'hui il y a de grandes menaces qui planent sur la culture. J'imagine que c'est là aussi un sujet qui vous interpelle ou qui vous tracasse, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais voilà, on voit aujourd'hui des régions, on pense à la région Pays de la Loire qui fait de fortes coupes budgétaires, 100 millions, la culture en est la première victime. Ici en Bretagne, on a entendu le président Loïc Chenet-Girard dire qu'il maintiendrait vaille que vaille les crédits à la culture. Est-ce que là aussi, si on attaque la culture, on attaque quelque part une certaine forme de démocratie ? Je le pense, je le crois. L'attaque à la culture, c'est une arme préférée de la droite et de l'extrême droite, tout simplement parce que la culture, c'est un bastion contre l'obscurantisme. La culture a toujours permis de mettre en lumière alors des métiers, des femmes, des hommes, des origines, des luttes aussi, qui sont souvent progressistes, qui nous montrent le vrai visage des gens plutôt que ce qu'on peut voir dans les médias où chaque personne qui n'est pas complètement française et qui mange pas sa baguette tous les jours serait un diable absolu. La culture a toujours été un bastion contre ça. Et les attaques qui se sont multipliées contre la culture, notamment en Pays de la Loire où il y a 93% du budget de la culture qui a été coupé. J'ai été présidente de l'association de l'industrie du jeu vidéo qui était basée en Pays de la Loire et en Bretagne. Et notre budget a été coupé de 100%. On n'a absolument plus aucune subvention de la part de la région. Et c'est déjà une attaque contre la culture, ça c'est sûr. Le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle française, mais c'est aussi une attaque contre les entreprises, contre l'économie, les richesses de notre pays, de nos talents aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois dans notre industrie du jeu vidéo ces dernières années. C'est une industrie qui est très difficile à vivre, très précaire. Et ces attaques-là, en fait, ne font que renforcer la difficulté des gens. Et là aussi, ça nous ramène un petit peu aux États-Unis qui sont champions en la matière. Voilà, on a une perte de savoir-faire, une perte artistique, mais aussi effectivement la perte économique. Pardon ? Vous avez la perte, en ce qui concerne les jeux vidéo, on a la perte artistique avec souvent le départ de créateurs vers d'autres pays. Alors, je disais, là, les États-Unis excellent en la matière. C'est une perte artistique, forcément, une perte de créativité, mais aussi une perte économique pour le secteur. Oui, absolument. Les jeux vidéo ont moyen de générer beaucoup d'argent. Pas que, forcément. C'est aussi, comme je disais, la première industrie culturelle en France. Les États-Unis fonctionnent assez différemment. C'est une industrie, le jeu vidéo, qui est très financiarisée de plus en plus, qui dépend beaucoup plus de décisions d'investisseurs, de patrons qui n'y connaissent rien en fait à la création de jeux vidéo. Ça crée une crise en fait dans le secteur du jeu vidéo qui est de plus en plus tangible, où les jeux se répètent, les créations deviennent de plus en plus sans âme, sans originalité. C'est pas limité au secteur du jeu vidéo, ça arrive aussi au cinéma d'animation, au cinéma tout court, où en fait la logique des investisseurs, c'est voilà quelque chose qui a marché et on va essayer de refaire la même chose pour gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas crédible en fait dans le milieu artistique, dans le milieu créatif, et ça nous mène droit dans le mur. Oui. On va devoir s'arrêter là, Sacha Bernert. Je rappelle que vous êtes militante de la France Insoumise, voilà, avec un format un petit peu différent ce matin, dû aux aléas climatiques. Merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.